Bonjour et bienvenue à Victoriaville vous informe. Au menu de cette émission, on rencontre Michel Marleau qui nous parle du Jour de la Terre. On parle également du programme de subvention Réno-Quartier avec Mélanie Pinard. Mais tout d'abord, on s'intéresse à une nouvelle entente, un partenariat entre la ville de Victoriaville et de Princeville en termes de sécurité incendie. Bonne émission. Martin Leblond, directeur de la sécurité publique pour la ville de Victoriaville. Bonjour. Bonjour, Fanny. Une belle annonce aujourd'hui, une entente entre Victoriaville et Princeville au niveau du service incendie. C'est un projet pilote sur un an. Concrètement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un projet pilote d'un an où on vient mettre la gestion des organisations en commun. Qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut développer les mêmes processus de travail, la même gestion d'intervention, les mêmes entraînements, la même formation. Et on se donne un an pour voir les pratiques avec un comité intermunicipal composé des directions générales, les deux DG des municipalités, les chefs pompiers et aussi Yves Arcan, qui est DGA et greffier à la ville de Victoriaville côté légal. Et le but, c'est qu'on va faire des redditions de comptes au comité qui va être capable d'être transmis aux deux conseils municipaux pour s'assurer que notre projet fonctionne bien. Donc, ça va permettre de ramener les paramètres s'il y a des choses qui vont moins bien. Et le but ultime, c'est de devenir vraiment complémentaire. Un devient, en fait, le grand frère de l'autre et vice-versa. Quand il y a des incendies majeurs ou des incendies qui se trouvent entre les deux municipalités, on va toujours avoir les mêmes méthodes de travail, les mêmes codes radio, les mêmes processus d'intervention et on va faire que notre personnel aussi va s'entraîner ensemble. Ça, c'est le début. Par la suite, on va regarder les campagnes de prévention incendie, on va regarder les autres aspects du travail incendie pour pas réinventer, mais s'unir et prendre les forces de chacun pour offrir un meilleur service à la population. C'est ça qu'on veut. Et c'est ce qui distingue, parce que il y avait déjà une entente entre Victo et Princeville, il y avait de l'entraide qui se faisait déjà. La distinction, c'est vraiment l'arrimage qui va se faire au niveau de la structure organisationnelle. Bien, exemple, il y a plus qu'un service d'incendie, on a la même formation au Québec, mais il y a des méthodes un peu propres à chacune des organisations. En santé et sécurité, en dénombrement des organisations sur les lieux. Maintenant, on va avoir les mêmes systèmes. Fait que demain matin, j'ai un feu très, très grave à Victo, puis un pompier ou un camion de pompiers qui arrive dans la caserne de Victoriaville pour répondre à d'autres appels. Quand il va répondre à l'appel, ça va être comme la même chose que les pompiers de Victo arriveraient, et la même chose à Princeville. Si Princeville a un incendie ou un appel dans un de ses bâtiments importants, une usine importante, bien, il va peut-être déjà avoir un véhicule d'élévation de Victo qui va partir de Victo. S'il est cancellé en route, il sera cancellé, mais avant d'attendre puis d'analyser ce qui passe sur ces lieux, il va déjà avoir du déploiement multicaserne. Ça va aider beaucoup pour le service, la force de frappe, puis avoir le personnel adéquat au bon moment. Et tout ça, bien sûr, pour le service aux citoyens. La priorité, c'est qu'on a des enjeux majeurs, on en a parlé à plusieurs reprises, mais il faut innover, il faut trouver des méthodes. Et les deux municipalités ne peuvent pas s'unir complètement parce que la réalité en lien des obligations légales de la loi de sa sécurité incendie est très différente. Donc, on ne peut pas demander à une ville de 6 500, 7 000 habitants d'avoir la même organisation incendie avec des pompiers permanents dans une caserne, puis à Victo qui est complètement d'autre chose. Mais ça n'empêche pas qu'on peut travailler très bien ensemble puis être prêt à donner un service optimal à la population. Présentement, on a des grands enjeux au cours des prochaines années. La rétention de personnel, le recrutement, ça va être très difficile. On le vit même aujourd'hui. Les pompiers restent autour de 4-5 ans, puis après ça, ils changent pour différentes raisons, que ce soit familial ou peu importe, au niveau du travail. Des fois, il y a des industries qui refusent de faire sortir. C'est compliqué pour les pompiers, fait qu'ils décident de changer d'orientation de carrière. Dynamique de ressources humaines. Oui, c'est ça. Fait que c'est de plus en plus compliqué. Fait que ça, c'est un grand enjeu qu'on va avoir au cours des prochaines années. La santé, sécurité, au niveau de nos pompiers, les chocs post-traumatiques. C'est de quoi qu'on ne parlait pas, ça, de là, une vingtaine d'années. Puis qu'aujourd'hui, bien, c'est omniprésent là, dans les casernes, on en parle tous les jours. Puis la formation pompier 1 des pompiers est axée sur la prévention puis la santé et sécurité au travail. Puis on ne se cachera pas que les besoins au niveau de la population augmentent aussi, donc la pression sur les services incendies est de plus en plus forte. Oui, bien,
autant à Princeville qu'à Victoriaville. La population augmente. Au niveau industrie, on a un paquet de défis qui s'en viennent, des nouvelles technologies qui arrivent et qu'on est obligé tout le temps de se maintenir à fine pointe de technologie pour faire face éventuellement aux incendies qu'il peut y avoir. Fait que c'est nos défis qu'on a là, au courant des prochaines années. Là. Donc, vous êtes assis, il y a un comité qui s'est penché sur, qu'est-ce qu'on pourrait faire, innover pour arriver à l'entente là, qui a été présentée aujourd'hui. Pourquoi Victoriaville? Pourquoi ce jumelage-là entre Victoriaville et Princeville? Bien, on travaille ensemble depuis déjà plusieurs années. Princeville, on vient environ 25-30 fois par année ici en entraide avec Victoriaville. Fait que c'est un jumelage qui s'est fait naturellement. Moi et Martin, on se connaît depuis plusieurs années. On s'est tout le temps très bien entendus. Puis tout l'ensemble des deux équipes, quand on travaille ensemble, il y a une bonne coordination. On fait des pratiques en commun. Nos méthodes d'intervention, la façon de pratiquer aussi est sensiblement pareille. Puis on travaille encore là-dessus de plus en plus pour harmoniser les deux services pour que quand on va arriver sur une intervention, bien, que tout le monde travaille ensemble et qu'ils savent où il y en a. Là. À la base, votre vision est très commune là, entre Victoriaville et Princeville au niveau de l'incendie, au niveau de la prévention. Donc déjà, vous regardez dans la même direction. Oui, les deux services d'incendie sont axés, bien, les deux municipalités, parce que c'est une volonté aussi municipale, sont axés sur la prévention incendie. Fait, autant dire, il vaut mieux prévenir que guérir. Puis je pense que le service à la population est rehaussé à cause de ça. Là. On rappelle quand même que, chacun reste indépendant. Hein? Il y a quand même deux services incendie, mais vous arrimez la structure organisationnelle. Oui, c'est ça. La structure organisationnelle va être arrimée ensemble. Mais chaque service d'incendie tombe indépendant à cause des schémas de couverture de risque. Ça serait beaucoup trop coûteux pour Princeville d'être capable d'avoir 10 pompiers en 10 minutes puis avec 4-5 pompiers à temps plein, ça serait comme une chose impossible. Mais de travailler, de mettre nos ressources en commun, ça, c'est très facile à faire. Puis je pense que c'est une belle opportunité que les deux municipalités devaient saisir. Merci beaucoup, M. Chartier. Merci. La belle visite à Victoriaville cet après-midi, M. Jean Melançon, co-président de l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec. Bonjour. Bonjour. Vous avez assisté à cette annonce sur l'entente entre les services incendie Princeville et Victoriaville. Avant d'en parler, j'aimerais ça que vous me disiez un peu ce que c'est votre Association des chefs. Oui, bien, l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec, c'est en fait un regroupement de près de 1000 membres qui œuvrent dans le milieu incendie et sécurité civile. Donc, l'association existe depuis 50 ans. Et c'est vraiment le porte-étendard de la sécurité incendie et sécurité civile au Québec. On travaille avec différents partenaires, le ministère de la Sécurité publique, l'Union des municipalités du Québec, la Fédération et compagnie. Donc, on fait un travail d'équipe pour améliorer les incendies au Québec et les services. Donc, ce genre d'annonce-là, j'imagine, est la bienvenue de votre côté? Bien, tout à fait. Nous, on salue l'initiative de Princeville et de Victoriaville. C'est vraiment extraordinaire parce que nous, on a fait une réflexion en 2018 sur les services d'incendie, où on devrait aller dans les prochaines années. Et pour plein de facteurs, on a dit le regroupement est essentiel. Donc, ce qu'on nous a montré aujourd'hui, c'est vraiment tout à l'honneur de Victoriaville et de Princeville. Parce qu'il y a des enjeux là, maintenant que les différents services en sécurité incendie doivent faire face et on vient un peu pallier ces défis-là avec une entente comme ça. Oui, tout à fait. Parce que ce qu'on a constaté, puis on l'a vu tantôt en conférence de presse, dans le fond, la rareté de la main-d'œuvre touche aussi le domaine des incendies, surtout en région. Donc, il faut regrouper nos forces pour être capable de servir le citoyen adéquatement. Puis aussi, de faire en sorte qu'on va faire la différence. Puis les services vont être plus rapides et plus efficaces. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Melançon. C'est un grand plaisir. Avec le printemps qui est à nos portes, on commence à regarder pour des projets de construction et aussi des projets qui pourraient profiter d'une subvention de la Ville. On va en discuter avec Mélanie Pinard, qui est conseillère en architecture et patrimoine à la Ville de Victoriaville. Bonjour, Mélanie. Bonjour. Il y a différents projets de subvention qui existent. Il y en a un plus particulièrement qui a fait son apparition l'année passée, que peut-être qui est méconnu des gens, c'est le programme Réno-Quartier. C'est quoi ça, le programme Réno-Quartier? Réno-Quartier, ça vise à subventionner des travaux pour rénover des bâtiments qui sont existants dans des quartiers centraux, des quartiers près des écoles, près des activités principales, là, le centre-ville, ou bien dans les secteurs comme le secteur de l'ancienne Arthabasca. Mais c'est plus grand que nos secteurs patrimoniaux. C'est pour couvrir les bâtiments qui sont à peu près construits de 1960 et moins là, dans ces secteurs-là. Les bâtiments qui sont admissibles plutôt, ce sont des bâtiments qui doivent être construits avant 1970
Et ce qu'on veut aider, c'est la rénovation de ces bâtiments-là pour qu'on ait un beau parc immobilier en santé et que les gens soient intéressés à racheter ces bâtiments-là plutôt qu'aller faire de l'étalement urbain dans des nouveaux secteurs éloignés de nos services. On souhaite que ce soit des maisons qui, des fois aussi, puissent être attrayantes pour des jeunes familles qui veulent s'établir, c'est ça, comme tu disais, proche des écoles. Tout à fait. On cherche à ce que les maisons qui sont délaissées, soit par des personnes âgées qui décident de quitter, bien que ce soit des jeunes familles qui sont intéressées à les racheter. Mais on sait que ça demande pas mal de travaux, des fois, pour les remettre au goût du jour. Donc, c'est pour ça que nous, on vient apporter une aide pour rénover des cuisines, des salles de bain, des travaux extérieurs, entre autres. Quel type de matériaux, quels sont les paramètres qu'on doit prendre en considération avant de commencer justement à s'intéresser à ce programme-là? Bon, bien sûr, il y a des règles à suivre. Ce ne sont pas tous les types de travaux qui sont admissibles. Donc, il faut aller voir en ligne sur notre site vic.to/Réno-Quartier. Donc, là-dedans, on a la liste des travaux qui sont admissibles. En fait, ce qu'on vise, c'est les travaux extérieurs. Donc, on vise quand même des matériaux qui sont durables. Donc, on ne subventionne pas le vinyle, on ne subventionne pas le bardeau d'asphalte. On subventionne, par contre, d'autres types de matériaux extérieurs courants. Et donc, pour tout ce qui est l'entretien, la rénovation extérieure, et par contre, à l'intérieur, là, ce ne sont que les salles de bain, cuisine. Aussi, on a une nouvelle pièce ajoutée, une nouvelle pièce de vie au sous-sol ou dans un comble pour augmenter notre espace. On veut refaire une chambre, par exemple, au sous-sol ou un espace de vie dans un grenier. Bien, ça, c'est possible aussi d'être subventionné. Et on subventionne aussi les travaux de sécurité. Donc, s'il y a des déficiences majeures au niveau de l'électricité, de la plomberie, il y a des règles spécifiques. Ça aussi, on subventionne. On subventionne à 33 % du coût des travaux, sauf pour les travaux majeurs au niveau de la sécurité qui, eux, sont subventionnés à 66 %. Mais bon, bien sûr, on a toutes sortes de règles à respecter. Il faut avoir 2 soumissions d'entrepreneurs pour déposer un projet au programme et les travaux ne doivent pas être commencés. Ça doit être des travaux qui sont commencés après l'acceptation par l'agent qui va traiter les dossiers. Présentement, on est au début du processus d'appel, finalement, de projet. Finalement, les gens sont invités. L'année passée, c'est un projet qui a une première année, là, finalement, qui s'est faite. C'était quoi la réception des gens dans le milieu de ce programme-là? Ça a été bien reçu. On a eu quand même plusieurs demandes, même si le temps était très court, n'était pas très bien situé dans l'année parce qu'on a dû sortir le programme plus tard dans l'année. Cette année, le programme est prêt plus tôt. Donc, cette année, le programme est lancé tout de suite et la date, c'est le 30 avril pour déposer les projets. L'an passé, on a eu 26 projets qui ont été acceptés. Donc, cette année, on a un budget qui est plus important. On a 300 000 de budget. Donc, on espère avoir plusieurs projets aussi qui vont pouvoir être acceptés. La façon que ça fonctionne, ce n'est pas premier arrivé, premier servi. Il faut déposer son projet. Tous les projets vont être analysés à la même date, au 30 avril, et on va piger, on va faire un tirage au sort pour établir l'ordre de priorité des projets. Donc, l'ordre d'analyse des projets et d'attribution des subventions, c'est par tirage au sort. On vous invite quand même le plus tôt possible à déposer vos projets parce que l'agent qui va traiter les dossiers va pouvoir vérifier les demandes et voir si c'est conforme et vous demander des modifications au besoin. Donc, plus c'est fait rapidement, bien, plus on est en mesure de faire les ajustements pour que le 30 avril, les dossiers soient bien complétés. Il y a d'autres programmes de subvention qui existent également là, à la ville de Victoriaville en termes de patrimoine et d'architecture. Oui. Quel genre de programme est-ce qui existe à la ville? Pour les commerces du centre-ville, ce sont les commerces qui sont autour de la rue Notre-Dame. Il y a le programme Rénovation de façade qui est accessible aux commerçants. Donc, ce ne sont que
pour les bâtiments commerciaux, pas pour le résidentiel. Donc, c'est pour les façades, la rénovation de façade. Donc, ça, c'est 33 du coût des travaux aussi. Ça fait déjà quelques années que ce programme-là est en place. Les gens qui sont admissibles ont reçu une lettre. Donc, ceux qui n'ont pas reçu de lettre, vous saurez que probablement, il y a des bonnes chances que c'est parce que vous soyez en dehors du territoire. Et donc, ça, c'est admissible. Si vous avez des logements, le programme Réno-Quartier peut se combiner. Donc, la façade avec rénovation de façade et la partie résidentielle d'un bâtiment mixte pourrait aussi avoir des rénovations de logements. C'est combinable. On ne peut pas subventionner 2 fois les mêmes travaux mais par contre, certains travaux peuvent être subventionnés avec un programme et d'autres travaux avec un autre. Ça, c'est faisable. L'autre programme, c'est le programme Restauration du patrimoine. Celui-là aussi, c'est un programme qui est combinable. Celui-ci est plus restrictif. Il s'adresse aux bâtiments qui sont identifiés dans notre inventaire patrimonial. Eux aussi ont reçu une lettre, donc les gens qui n'ont pas reçu de lettre ne sont pas admissibles. C'est un programme qui est en place depuis une dizaine d'années. Donc, on subventionne à 50 % les travaux de restauration. Donc, la grosse différence avec l'autre programme, c'est que la restauration, c'est remettre le bâtiment avec ses matériaux d'origine dans son état d'origine. Donc, c'est vraiment spécifique. Ce n'est pas de la rénovation, ce n'est pas des matériaux neufs, c'est vraiment, on réutilise le bois, la tôle, les matériaux d'origine. Il y a aussi les programmes de rénovation durable qui peuvent se combiner. Donc, on peut faire la combinaison de plusieurs programmes. Quand on parle d'isolation, quand on parle... Ça, c'est pas nous. Nous, on ne touche pas à ça. On touche c'est Réno-Climat à ce moment-là qu'il faut faire venir à la maison pour faire les tests. Et c'est Rénovation durable qui peut bonifier le programme Réno-Climat. Mais en termes de popularité, là, c'est un programme... Ce sont des programmes qui sont plutôt populaires. Puis on a vu au centre-ville là, comment les commerces se sont transformés dans les dernières années. Et puis... mais c'est des programmes qui touchent pour la plupart l'enveloppe extérieure du bâtiment, sauf pour Réno-Quartier, qui lui touche aussi quelques pièces à l'intérieur des bâtiments. Rénovation durable. Il y a les programmes de subvention aussi au niveau de l'accessibilité pour rendre les bâtiments accessibles. Donc, il y a vraiment plusieurs enveloppes finalement qui sont disponibles, mais je pense que la clé, c'est de contacter le service aux citoyens de la Ville de Victoriaville, 819-758-1571 pour plus de détails. On rappelle peut-être pour terminer, pour conclure, les détails pour Réno-Quartier, c'est la période présentement pour soumettre des candidatures. On a jusqu'à quand pour soumettre une candidature? Pour Réno-Quartier, c'est jusqu'au 30 avril. Pour le programme de patrimoine, c'est jusqu'au 31 mars. Les programmes sont tous en ligne avec les descriptions. Donc, sur le site Victoriaville de la Ville de Victoriaville, dans les programmes de subvention, vous allez pouvoir trouver tous les détails. Vous avez accès aussi aux formulaires en ligne pour chacun de ces programmes-là. On vous demande de retourner les formulaires, si possible, par courriel avec vos soumissions. Sinon, de nous mettre ça dans une enveloppe et de venir le porter à l'hôtel de ville. Nous, on va vous rappeler ensuite et on est là pour répondre aux questions. Excellent. Bien, en tout cas, ça donne des idées, en tout cas, pour des projets qui peuvent peut-être prendre forme plus tôt que tard, finalement, là, ici à Victoriaville. Mélanie Pinard, merci beaucoup pour ces précieux conseils. Ça me fait plaisir, puis à bientôt. Le 22 avril prochain, ce sera le Jour de la Terre et pour nous en parler, j'ai le plaisir de rencontrer Michel Marleau, qui est technicien en environnement au sein du service de l'environnement de la Ville de Victoriaville. Bonjour Michel. Bonjour Charles, ça va bien? Ça va bien, merci. Michel, ça vient de où le Jour de la Terre? Le Jour de la Terre, donc c'est ça la petite historique qu'on se ramène, on se rapporte en 1969 en Californie sur la côte du Pacifique à la hauteur de Santa Barbara. Il y a une plateforme pétrolière, il y a une catastrophe. Il y a à peu près environ 100 000 barils de pétrole qui coulent dans l'océan, qui se rabattent sur justement la côte. Puis de ce fait, tout ce qui est la faune, la flore est sali, souillé, détruit. Donc cet événement-là a fait écho non seulement en Californie, mais à travers les États-Unis, indignant la population que de telles catastrophes arrivent. Donc prenant conscience aussi de l'environnement et des impacts justement de l'homme sur l'environnement. De ce fait, il y a un monsieur Wilson qui est sénateur au Wisconsin,
qui a eu l'idée, avec un étudiant aussi de l'Université d'Harvard, qui dirait on pourrait faire une journée qui serait comme pour célébrer la Terre, célébrer la nature. Donc, c'est ça. En 1969, fin 1969, il décide de mettre sur pied le Jour de la Terre qui va se dérouler le 22 avril 1970. Nous autres, au Québec, on se ramène en 1995 avant qu'on célèbre pour la première fois la Journée de la Terre. Puis, dans les archives, en 2012, je crois que c'était la plus grosse manifestation. Environ 300 000 personnes à Montréal avaient manifesté pour le Jour de la Terre. On compte environ 185 pays qui participent à la Journée de la Terre à travers le monde. Donc, c'est quoi la Journée de la Terre? C'est l'occasion vraiment de se pencher sur l'importance des ressources naturelles, l'importance de l'environnement, puis aussi de se conscientiser au quotidien, faire des actions concrètes justement pour préserver l'environnement, préserver le milieu qu'on vit. En 2020, on est beaucoup dans le réchauffement climatique. Donc, on attribue principalement ça à l'émission des gaz à effet de serre. Gaz à effet de serre, j'ai fait une petite recherche. Je voulais voir par secteur, c'était quel secteur combien produisait, quel pourcentage était attribué à certains secteurs au niveau de l'émission des gaz à effet de serre. Puis il y en a deux que j'ai retenus. C'est au niveau du transport. Transport, on associe 43 des émissions de gaz à effet de serre. Qui sont liés au comportement de l'homme, là. Qui sont liés directement au comportement de l'homme. Puis on a 6 pour la gestion des matières résiduelles, principalement les déchets. Puis c'est un chiffre qui est en croissance, dans le fond. Pour ce qui est du transport, je pourrais parler du transport commercial, etc. Mais peut-être se ramener à nous autres, plus au quotidien, qu'est-ce qu'on fait? Oui, il y a la consommation, mais allons à la base avec notre voiture, notre lien avec le pétrole. Donc, on remarque au Québec qu'il y a une augmentation de la flotte de voitures. Malgré tout ce qu'on dit, il y a quand même une augmentation, puis une augmentation aussi du gabarit des voitures. Donc, quand on pense à qu'est-ce qu'on peut faire, on peut penser à y aller vers l'électrique, prendre des voitures qui sont peut-être dimensionnées à nos besoins et non à autres critères qui parfois sont assez futiles. Puis, aussi, on peut penser au covoiturage, transport actif. Transport actif, faire un lien avec aussi qu'est-ce qu'on fait au service de l'environnement. À la ville de Victoriaville, c'est une compétition amicale qu'on appelle au boulot sans auto. Donc, le principe, ça s'adresse principalement aux industries, au commerce, puis aux industries, commerce et institutions. Excuse-moi. Donc, l'idée, c'est à l'intérieur, justement, des compagnies, de créer des groupes, puis de venir travailler avec autre chose que la voiture. Donc, on peut y aller en rollerblade, à la course, à pied, en vélo, n'importe quoi. Donc, on a... Trouver autre chose que l'auto, finalement, l'auto en solo, finalement, pour se déplacer au travail. Oui, exactement. Puis autour de ça, il y a une compétition. Même par compagnie, on peut avoir plusieurs équipes. Puis on se challenge, on se lance des défis. Fait que ça peut être quand même assez intéressant. Puis, au bout de la ligne, la ville, ce qu'elle fait, c'est qu'elle bonifie chaque kilomètre, elle bonifie de 10 cents chaque kilomètre fait par l'ensemble des équipes, dans le fond. Donc, cette année, on a ramassé environ 2500 $, parce qu'en même temps, on invite les compagnies à aussi faire leur levée de fonds pour cet événement-là. Puis pour la cause. Donc, la cause cette année, c'était les projets boîte à lunch. Donc, le 2500 $ était donné à... Je crois que c'était Solidarité Jeunesse ou le Resto Collectif. Puis avec l'arrivée du printemps, c'est une belle occasion peut-être pas de remettre en question nos habitudes de déplacement, mais en tout cas d'adopter des comportements plus responsables par rapport à l'environnement. En termes de comportement aussi, il y a toute la question des gaz à effet de serre avec la gestion des résidus de table. On va en parler avec Serge Scheer pour plus de détails. Merci beaucoup, Michel. Bon, génial, merci à toi. Serge Scheer, en tant que directeur du service de l'environnement à la Ville de Victoriaville, quel type d'actions on peut prendre aussi en marge du Jour de la Terre? On sait que le Jour de la Terre est important, donc on se demande toujours qu'est-ce que je pourrais faire pour aider la planète. Et ce qui est très, très simple, c'est de réduire les gaz à effet de serre. On sait que les gaz à effet de serre causent le réchauffement de la planète qui est extrêmement nocif pour la planète. Pour ce faire, on peut réduire l'utilisation de la voiture, soit aller faire de la marche ou un petit peu de vélo. Mais une autre façon qu'on ne pense pas souvent est de recycler la matière organique. Donc, la matière organique que nous avons à la maison, qui vient soit des cœurs de pommes, des plures de bananes, des restants de table, ou pour ceux qui ne font pas de recyclage, la pelouse. Donc,
tous ces produits-là devraient être déposés dans le bac brun. Parce qu'on est habitué avec les feuilles, le gazon, mais les résidus de table, nécessairement, ça produit quand même beaucoup de gaz à effet de serre également. Là. Oui, ça en produit beaucoup et la Ville, on a fourni un petit bac comme ça aux citoyens. Donc, c'est assez facile. Ton bac, tu le mets sur le comptoir, tu le remplis. Dans le fond, tu peux mettre un petit papier journal pour limiter que ça vienne un petit peu mouillé. Donc, tu mets le papier journal, tu déposes ça et après ça, tous les jours ou 2 jours, tu vas le déposer dans ton bac brun. Il y a encore beaucoup de gens qui prennent les résidus alimentaires puis les mettent dans le bac gris. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas mettre ça dans le bac gris? Bon, l'an passé, la Ville de Victoriaville a réellement disséqué, on peut dire, des bacs gris et voir c'était quoi qu'il y avait dans le bac gris. Et malheureusement, 40% du bac gris était composé de matière organique. Donc, ça veut dire tout près de la moitié du bac. Et le bac gris qui est voué réellement à l'enfouissement, donc devrait avoir seulement que des déchets. Et lorsqu'on envoie la matière organique avec des déchets, ceux-ci se décomposent et produisent des gaz à effet de serre. En plus, le compost qu'on aurait pu faire avec ça, bien, malheureusement, on ne peut pas le faire. Fait qu'on se tire un petit peu dans le pied, on a moins de compost et on a plus de gaz à effet de serre. Donc, par notre comportement, il vaut mieux valoriser nos résidus de table pour en faire une ressource, une matière finalement qui a une valeur, plutôt qu'un déchet finalement qui va avoir un coût important pour l'environnement. Oui, et exactement. Puis quand on sait que la disposition du bac gris est beaucoup plus dispendieuse que le bac brun. Donc, il faut réellement limiter parce que ça ne sert à rien. On fait de la pollution, ça coûte plus cher, ça fait moins de compost. Et ce qu'il faut penser, c'est que le compost, lorsqu'il est bien utilisé dans notre jardin, au pied des arbres, fait en sorte que tout pousse plus vite. Et donc, lorsque les arbres poussent plus vite, bien, ça réduit encore une fois les gaz à effet de serre. Donc, on fait une pierre deux coups. Donc, des bons conseils finalement pour être plus éco-responsable finalement. Puis peut-être en préparant son jardin également en prévision du printemps. Ça peut être des belles habitudes à conserver. Serge Cyr, merci beaucoup pour ces précieux conseils. Merci. Voilà qui complète cette émission de Victoriaville vous informe en espérant que ça vous ait plu. Si vous voulez en savoir davantage sur les différents sujets qui ont été abordés au cours de cette émission, on vous invite à consulter le site Internet de la Ville de Victoriaville ou également à consulter les médias sociaux de la Ville de Victoriaville pour plus de détails. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine.